Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle preview du foot US de A à Z. Aujourd'hui, vous le savez, donc je répète à chaque épisode, chaque preview que vous avez déjà peut-être entendu. Voilà, un invité un fan de franchise, fan d'une franchise. Et là, aujourd'hui, je patauge un peu au début d'épisode, excusez-moi. On y va, c'est parti. On accueille Antoine de chez Jaguar France sur Twitter. Comment tu vas, Antoine ? Ça va, Joe, et toi? Ça va, quel plaisir de faire cet épisode avec toi encore une fois. Je t'ai déjà eu plusieurs fois dans les petits épisodes de Kansas City, notre podcast, ou l'année dernière, je crois. Tu l'as fait avec Pierrot, si je me trompe pas, Tout à fait. peut-être. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de t'avoir dans nos épisodes, Antoine. Tu réponds toujours favorablement. Et puis là, on s'approche tout doucement de la saison. Hein, les camps sont lancés. Mais avant de ça, profitez des JO qui vont être officiellement lancés. Là, vous serez dedans quand l'épisode passera. Mais voilà, donc on y est, ça y est, les JO en France débutent vraiment. Donc c'est la petite partie de l'épisode, mais ça fait toujours plaisir d'en parler parce que c'est un moment à part. On ne vivra sans doute qu'une seule fois dans notre vie. donc voilà, Antoine, on n'est pas là pour parler des JO, mais on est là pour parler des Jaguars. Donc je vais faire vite fait un récap. Donc on va faire un petit retour sur la saison précédente. On va faire un point sur la free agency, les départs, les arrivées. Ensuite, on fera un point draft. Vous commencez à connaître bien les épisodes. On fait après le bilan de la saison 2024, présentation du calendrier et le prono qui va bien avec. Et on finira, Antoine finira par sa promo. Il pourra nous faire une belle promo pour lui et c'est son compte de Jaguar France. Donc voilà, c'est très bien. Ça te va, Antoine, comme programme, on est bon ? Ouais, tout à fait, très bien. Bon, ok, c'est super. Alors Antoine, on va refaire le bilan de la saison dernière. Voilà, vous aviez commencé la saison chez les Indianapolis Colts, donc un rival de division tout de suite. Vous remportez le match, ensuite vous vous déplaciez à Kansas City, où vous perdez le match. Le match est un peu bizarre, un peu voilà, on le savait que Kansas City, on l'a su après que c'est la défense qui avait fait gagner pas mal de matchs et ça a été le cas sur ce match-là aussi. Ensuite, vous alliez chez les Houston Texans où vous avez eu deux matchs quand même assez rapides en rival de division quand même, où vous perdez 37-17. Après, vous alliez recevoir les Atlanta Falcons, vous remportez le match. Vous remportez le match aussi chez vous contre Buffalo. Vous remportez le match aussi contre les Colts, le deuxième match à domicile. Vous remportez un match aussi contre les Saints chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Vous remportez le match aussi chez les Pittsburgh Steelers pour un bilan de 6-2 avant la bye week, ce qui est complètement incroyable. Un début de saison, à part les deux défaites qui ne sont pas catastrophiques non plus, mais contre Kansas City et Houston. Je crois que le match de Buffalo, je crois que c'était à Londres, non, si je me trompe pas. Si je dis pas de bêtises, c'était celui des Falcons qui était à Londres. C'était celui des Falcons, je sais plus c'était lequel des deux. Bref, donc voilà, donc c'était un bon début de saison. Ensuite, vous rattaquez derrière la bye week en week 10 contre les San Francisco 49ers, là où vous perdez. Vous receviez les Titans en week 11, vous remportez le match 34-14, pardon. Ensuite, en week 12, vous alliez chez les Houston Texans, vous remportez le match aussi 24-21. Et là, s'enchaîne une série de défaites. En week 13, vous perdez contre les Bengals en overtime chez vous 34-31. Ensuite, vous alliez chez les Browns, vous perdez le match 31-27. Ensuite, vous receviez les Baltimore Ravens, vous perdez le match aussi. Vous alliez à Tampa Bay, vous perdez le match 32. Vous remportez la week 17 contre les Carolina Panthers 26-0. Et vous finissez la saison en week 18 contre les Titans, où là, avec un scénario complètement dingue, même en perdant, s'il n'y avait pas tout le scénario qui était digne d'un film, vous auriez été en playoff. Mais non, parce que les Pittsburgh Steelers ont gagné, vous avez perdu, il y avait une autre équipe qui devait gagner ou perdre, et ça vous a fait sortir des playoffs, donc des wildcards. Avec un bilan de 9-8, les Jaguars ne passent pas en wildcard, ce que vous aviez fait vivre aux Titans la saison passée déjà, l'année avant.
Et là, les Titans vous ont bien rendu la monnaie de la pièce en vous battant 28-20 sur un match vraiment pas simple. Et du coup, c'est dommage parce que il y avait tellement bien à faire sur ce début de saison. Quand on voit que vous remportez quand même les matchs, pas simples non plus avant la bye week. Les Falcons, Buffalo, Indianapolis, New Orleans, les Saints chez eux, les Pittsburgh Steelers chez eux, c'est quand même pas simple. Il y a le calendrier quand même n'était pas facile. Et, euh, et je trouve que c'est dommage. Alors, je veux avoir ton ressenti, toi, Antoine. Maintenant, j'ai assez parlé. Je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, je pense, frustrant, le mot premier, mais après, vas-y, donne-nous ton avis, quoi. Moi, je trouvais que le début de saison, c'était quand même encourageant parce que les deux défaites, comme tu l'as dit, c'est pas des défaites honteuses contre des adversaires qui étaient très très faibles. Kansas City et Houston, c'est quand même des équipes qui vont loin en playoff. Bon, Kansas City, c'est un euphémisme de dire ça parce qu'ils sont champions, mais c'est vraiment des grosses équipes. Et je trouvais qu'on avait quand même réussi dans cette partie de saison à franchir un cap. On voyait que le travail qui avait été mis en place l'année d'avant, avec le nouveau head coach Doug Peterson, ça portait quand même ses fruits. Enfin, ça semblait porter ses fruits. Et le problème, c'est que ça n'a pas été suivi après la bye week. Moi, dans mon esprit, la bye week, ça permet quand même de recharger un peu les batteries, de couper un peu de cet enchaînement de matchs qu'est la NFL, où c'est vraiment chaque saison, chaque semaine, pardon, vraiment intense. Et j'étais un peu déçu de voir que finalement, la bye week, au lieu de nous faire un peu nous reposer, un peu reprendre des forces, ça nous a peut-être un peu coupé les jambes. Et finalement, après la bye week, ça n'avait pas été terrible du tout, parce que comme tu l'as dit, on fait une victoire pour 5 défaites. Et sur le dernier match, moi, comme je l'ai pu le dire auparavant, rater les playoffs, c'est pas gênant vu la qualité du dernier match. La saison d'avant, on a un scénario un peu fou où on doit gagner le dernier match contre les Titans et nous on va en playoff et on les empêche d'y aller. Et sur ce match-là, on avait vraiment mérité d'y aller, on avait fait un gros match. Et ce match-là, de l'année dernière, enfin de la saison dernière, il n'y avait rien qui fonctionnait vraiment. C'était par flash. Et je me dis que finalement, eh ben, qu'on soit pas allé en playoff, c'est pas une mauvaise chose parce qu'on ne méritait pas. Au moment où on a dû démontrer qu'on avait une place en playoff, on n'a pas su le faire en tant que franchise. Eh ben, tant mieux qu'on n'y soit pas allé et que des équipes pardon, qui soient plus vaillantes et plus méritantes, qu'elles y soient allées à notre place. Eh ben, moi, je trouve que c'est mieux, en fait, finalement. Je suis déçu, forcément, en tant que fan. Je vais pas te dire le contraire, hein. J'aimerais bien que les Jaguars soient en playoff tout le temps, toutes les saisons. Mais, pardon. Mais, du coup, c'était un peu pas illogique, on va dire. Vu la physionomie du dernier match, c'était pas illogique que finalement les Titans nous privent des playoffs. Mais c'était une saison globalement quand même un peu décevante parce que pour moi, il fallait construire sur l'année d'avant. On avait quand même passé un tour de playoff. Enfin, on s'était déjà qualifié en playoff. Ensuite, on avait passé un tour. Et du coup, moi, je m'attendais à ce qu'on fasse aussi bien ou qu'au moins on se qualifie de façon assez sereine. Et finalement, au vu de la première partie de saison, c'est peut-être qu'on a montré. Et au vu de la deuxième partie, finalement, sur la deuxième partie de saison, on n'est même pas une équipe playoffable, puisque je crois que le bilan total, ça doit être 2-8 sur les 10 derniers matchs, ou un truc comme ça, donc c'est pas ouf, quoi. 3 victoires après la 3. bye week. Ouais, tu vois, donc globalement, c'est un peu décevant. Et ce qui a été un peu plus décevant que le reste, c'est ce côté un peu. On a comment ça s'appelle? Des séries. Des séries de victoires, des séries de défaites. Et dans la constance, on n'a pas forcément trouvé la clé pour être constant sur tout un match, toute une saison. Et au début de saison, on avait quand même réussi à le faire. Et je pense qu'on a peut-être un peu perdu cette constance qui nous aurait pu nous emmener un peu plus loin en playoff ou même juste en playoff finalement, même si on perdait après. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu dommage parce que démarrer bien, enfin démarrer fort, c'est bien.
Mais c'est plus important d'être un peu constant sur toute la saison pour que on se prenne pas pour d'autres et que on soit pas coupé dans notre élan comme on a pu le faire l'année dernière. Ok, ok. Oui, juste pour rappeler un peu je crois le parallèle par rapport à ce que j'ai dit au scénario, je crois que les Pittsburgh Steelers, fallait qu'ils remportent leur match. Vous, fallait pas que vous perdiez contre les Tennessee Titans. Et je crois qu'il fallait que Buffalo perde contre les Dolphins. Et il y avait je sais plus quoi aussi, parce que Buffalo passait, s'il gagnait, il passait premier de leur division. Et du coup, ça changeait un peu tout, quoi. Et il y a vraiment tout qui s'est enclenché, et pas dans le bon sens pour vous, parce que si les Pittsburgh Steelers ne remportent pas leur match, vous passez en playoff et c'est terminé. Mais moi, ce que je retiens, c'est voilà, je le défendrai toujours parce que c'est un quarterback de Clemson et je l'adore. Mais je vois toujours ces erreurs de Trevor Lawrence avec des interceptions au moment où il faut pas. Et c'est les mêmes qu'il y avait en college football, c'est les mêmes qu'il y a en NFL. Et je trouve que il va falloir qu'il passe ce palier-là parce que c'est au moment de la saison où ça compte, il faut pas reproduire les mêmes erreurs que tu faisais en college football. Alors la première année, je veux bien, la deuxième année, bon, il s'est blessé et tout. La troisième année, là, ce coup-ci, voilà, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc j'espère vraiment que cette année, il y a un progrès de ce côté-là. Voilà. Et je pense que l'équipe sera beaucoup plus stable. Je suis en partie d'accord avec toi. Moi, je trouve que la carrière de Trevor Lawrence sera toujours pour moi avec un astérisque à côté. Parce que pour moi, une des années les plus importantes pour un quarterback, c'est son année rookie. Et je trouve qu'on oublie un peu vite qu'il n'a pas eu les... Comment dire ça? Les C'est pas bonnes les bases armes. pour commencer. Les Ouais, bonnes en bases fait, pour il n'a commencer. pas été... C'est ça, exactement. Il n'a pas été entouré de la façon... Tout à fait. Il y a plein de quarterbacks rookies qu'on passe, qui sont mal entourés, qui sont mal coachés, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est pas l'exception. Il y en a plein, hein, mais je trouvais que finalement, à faire ce qu'il fait en année 2, année 3, et potentiellement année 4, je trouve ça pas si mal par rapport au son début de carrière, la première année, où vraiment c'était compliqué à cause de son environnement. Il y avait tout le processus draft qu'il fallait gérer, toute l'intersaison qu'il fallait gérer, parce qu'il n'en a pas forcément eu avant, du coup, puisque c'est tout nouveau et il est professionnel. Et rentrer dans la saison avec un coach qui finalement, au bout de quelques semaines, a des problèmes extrasportifs, même des problèmes sportifs avec ses coachs, avec ses joueurs qui ne le respectent pas trop parce qu'ils se demandent ce qu'ils ont fait pour être traités comme ça. Du coup, je pense que c'est pas le seul quarterback, comme j'ai dit, mais il y a quand même un goût d'inachevé où je pense qu'on parlerait pas de Trevor Lawrence et on s'attarderait pas sur ses erreurs s'il avait eu un peu la chance ou l'environnement, en tout cas, qu'il n'a pas eu, en fait, sur son début de saison. Donc, c'est pour ça que pour moi, il a pas des circonstances atténuantes, j'ai pas allé jusque-là, mais moi, je suis pas aussi dur que certains sur son Ah non, niveau, mais sur les erreurs qu'il peut faire. je suis pas dur avec lui, hein. Après, il est avec l'équipe qu'il a aussi, il est pas tout seul sur le terrain, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est j'ai trop vu d'Inter que je voyais même en college football à l'époque, et c'est ça juste qui me gêne, parce que, en fait, Trevor Lawrence, il se fait pas intercepter souvent, mais quand il se fait intercepter, c'est tout le temps les mêmes erreurs, en fait. T'as l'impression que c'est tout le temps les mêmes, quoi, en fait. Alors, je sais pas s'il force au bout d'un moment ou pas, mais voilà. Mais après, ça reste pas, voilà, c'est pas le plus mauvais quarterback de la ligue, hein. On n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est vrai que niveau mental, il a par match, on va dire, 2-3 actions où tu te demandes s'il a lu correctement la défense ou s'il a fait trop confiance à son bras ou à son receveur. C'est Et ça, tu ouais. te demandes, est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Et je pense que même lui-même, en revoyant les actions, pourra se dire, ouais, mais en fait, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et je pense Ouais. que Bien sûr, bien moi, sûr. en tout cas, moi, je vois qu'il a quand même progressé dans ce domaine-là, où en première année et deuxième année, il faisait des choses qui, moi, me rendaient fou des fois,
et sur l'année 3, c'est quand même mieux. Je trouve qu'il s'améliore sur ce point. C'est sûr que c'est pas parfait, mais je suis quand même rassuré de voir qu'il a moins Ok. tendance à faire certains trucs. Certes, en fait, le truc, c'est que pour moi, il y a pas mal de highlights Mhm. qui ont tendance à remarquer ça parce que ça se voit vite, une interception, ça se voit de suite. Par Mhm. contre, toutes les progressions qu'il a pu faire, je sais pas moi, toutes les passes qu'il a pu lancer précisément, ça fait pas forcément l'objet de highlights, ce qui est normal, hein, c'est pas une Mhm. action spectaculaire hein, de gagner 5 yards. Mais moi, je trouve que j'ai confiance, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que j'ai quand même confiance en Lawrence. Il a signé son nouveau contrat, son très gros contrat. Et, euh, et je pars du principe que quand tu as un franchise quarterback comme les Jaguars l'ont, peu importe comment dire ça, son positionnement en termes de talent et de production dans la ligue, c'est le visage de la franchise, qu'on le veuille ou pas. Eh ben, tu dois le récompenser dans ce sens-là. Et son contrat qui le place dans les hautes sphères des salaires en NFL sur les quarterbacks, moi je le comprends parce que tu peux pas te permettre de ne pas récompenser entre guillemets ton franchise quarterback et de ne pas le garder. En fait, si tu considères que c'est ton franchise quarterback et à partir du moment où les Jaguars l'ont pris premier, ça a été le cas, tu dois le récompenser. Et son contrat, je trouve qu'il est un peu cher, mais on n'avait pas d'autre alternative. Voilà. Ok, ok. Bon, bah, c'est complet sur ce côté-là. Je pense qu'on a été complet sur la saison. Il fallait en discuter un petit peu. On a pris le temps d'en discuter, c'est très bien. De toute façon, moi, je serai toujours un défenseur quand même de Trevor Lawrence, malgré tout. Voilà, Clemson, famille avant tout. On va partir maintenant sur les départs et les arrivées, la free agency. Hein. Donc, il y a un petit changement au niveau du coaching staff. Vous avez changé de coordinateur défensif. Et maintenant, voilà, arrivée de Ryan Nielsen qui était aux Falcons. Pour toi, tu es content de cette signature, Antoine? Moi, je suis content, plus parce que, même si j'ai rien contre Mike Caldwell, je trouvais que dans la saison, à l'intérieur des matchs, la défense avait du mal à s'adapter. Je trouvais que quand il avait une idée en tête, il restait un peu bloqué entre guillemets sur cette idée-là. Mhm. Et je trouvais qu'il fallait opérer un changement, peu importe ce que c'était. Les changements de joueurs, ça arrive chaque année, mais au niveau du coaching staff, il fallait que, pour moi, dans mon esprit, c'est pas possible qu'un coach ne puisse pas s'adapter en cours de match à ce que lui propose l'adversaire. Et du coup, j'ai pas trop connu ou regardé Ryan Nielsen. J'ai eu des échos qui étaient bons de ce que j'ai regardé de mes lectures ou des choses comme ça, donc je vais pas non plus euh, penser que je suis le plus connaisseur de Ryan Nielsen, mais globalement j'étais assez content parce que des échos que j'en ai vus, c'était un bon coordinateur et j'espère qu'il va pouvoir tirer le plein potentiel de certains joueurs, de certaines stars entre guillemets qu'on a en défense et aussi ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé l'année dernière, c'est qu'on a perdu certains matchs parce que la défense se faisait vraiment défoncer parce que on restait dans les mêmes schémas de pensée. Et je trouvais que si Ryan Nielsen peut apporter un peu une autre vision, ça sera peut-être pas plus mal finalement. Et je trouve que certaines défaites l'année dernière, effectivement, étaient imputables à la défense. Donc, un vent de fraîcheur, des fois, ça fait pas de mal. Ok, ok. Eh ben, on va partir maintenant sur les départs des joueurs. J'ai pris sur NFL Network la liste, hein, vous le savez. C'est la liste qui est donnée, donc il peut y avoir peut-être des gens qui ont re-signé ou qui sont partis, qui ne sont pas dedans, mais j'ai la liste là que je trouve sur NFL Network. Donc, le wide receiver Jamal Agnew est parti, il est toujours free agent. Le wide receiver Calvin Ridley est parti chez les Titans. Le wide receiver Zed Jones est parti chez les Cardinals. Le edge Keleven Chesson est parti chez les Panthers. Le edge de Dawan Smooth est parti chez les Bills. Le defensive tackle Foley Fatukasi est parti chez les Texans. Le defensive line Angelo Blackson est parti chez les Broncos. Le cornerback
Erdon est parti chez les Giants. Pardon. Le cornerback Darius Williams est parti chez les Rams. Le safety Russian Jenkins est parti chez les Seahawks. Le kicker Brandon McManus est toujours free agent. Et Joe Sly, le kicker aussi, est parti chez les Patriots, ce kicker. Toi, Antoine, qui regrettes-tu dans cette liste où tu dis il y en a, il fallait qu'il dégage, tant mieux? Moi, le premier nom qui me vient en tête pour ceux que je regrette, c'est Darius Williams. Si je dis pas de bêtises, il était aux Rams, il est venu chez nous et il a re-signé dans son ancienne équipe des Rams. Et je trouvais que c'était un joueur qui était présent là où il fallait et faire les plays quand il le fallait. Et je trouve ça très étonnant qu'on l'ait laissé partir. Parce que je trouvais que en termes de defensive back, c'est pas forcément le point fort de l'équipe. Et quand tu couples son départ avec celui de Rayshon Jenkins, qui était le safety titulaire, c'est s'affaiblir. Et comme on en parlera après, en termes de free agency ou de draft, ça n'a pas forcément été remplacé numériquement ou qualitativement pour moi. Et Darius Williams, c'est vraiment le premier nom qui me vient en tête. En second, j'aurais quand même dit Zay Jones parce que c'était un receveur sur qui on pouvait compter sur des réceptions un peu compliquées ou un peu importantes. Donc du coup, forcément, tu te prives un peu et il avait je trouvais une bonne alchimie avec Trevor. Donc c'est un peu frustrant de perdre un joueur comme ça. Sinon, il y a aussi Dawen Smoot où c'était pas forcément le meilleur, mais c'était un mec qui se donnait beaucoup et qui, je pense, était très apprécié par les fans. Parce qu'il a toujours tout donné, il a eu des grosses blessures, il est toujours revenu, il a toujours montré son attachement à la ville et à la franchise. Donc forcément, ça fait un pincement au cœur de le voir partir. Au niveau des joueurs que je voulais voir partir, il n'y en a pas spécialement que je voulais voir partir. Après, Cleven Chason, je trouvais ça dommage qu'il n'ait pas pu se développer comme il aurait peut-être dû, vu son haut tour de draft. Je crois que si je dis pas de bêtises, il a été drafté au premier tour. Donc forcément, quand tu laisses partir un joueur comme ça, qui était censé un peu avoir de l'impact sur la defensive line, bah c'est pas forcément plaisant. Mais d'un autre côté, tu te dis, bah si c'est pas développé, s'il n'a pas réussi à vraiment développer un rôle bien défini de titulaire, bah, c'est qu'il ne le méritait pas. C'est juste le fait qu'il soit premier tour qui me chagrine un peu, on va dire. Sinon, dans les noms que tu as donnés, il y a des joueurs de rotation. Trey Herndon, pardon, par exemple, qui vont devoir être remplacés. Je sais que c'est tout le lot, toutes les franchises, toutes les intersaisons. Mais je trouvais que, comme je viens de te le dire, hein, dans le backfield défensif, tu perds 3 mecs. Déjà que c'est pas le point fort. Alors en plus, si tu perds 3 dans la même intersaison, ça fait quand même beaucoup. Donc c'était voilà. C'est un peu les joueurs que je regrette de devoir partir. Ok. Bon, bah maintenant, on va partir sur les arrivées. C'était complet. Merci, Antoine. Moi, je pensais à Zed Jones, ouais, puis Calvin Ridley quand même vite fait, parce que Calvin Ridley, il est comme il est, mais c'est un bon receveur, mais il a fait un an, puis il est reparti, voilà. C'était comme ça. Ouais, Calvin Ridley, c'était le chaud et le froid. Il était capable de faire des bonnes choses, mais il était aussi capable de faire des drops atroces. C'est pas un mauvais joueur, c'est pas vraiment un cancer dans le vestiaire. C'est juste que je pense qu'avec nous, avec la franchise, ça collait pas trop. Donc voilà, c'est pas grave. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, et après, j'espère juste qu'il va pas réussir parce que c'est à Tennessee et fuck Tennessee, c'est tout. Exactement. Il va chez un rival en plus. Donc on y va, on va faire la liste des arrivées et puis des re-signatures, hein, des grosses re-signatures qui sont dedans. Donc le quarterback Matt Jones en provenance des Patriots a été échangé contre le pick 193 avant la draft. Le QB
Trevor Lawrence donc, signe sa prolongation, 200 millions, 200 millions et puis 142 millions garantis, si je ne me trompe pas. Le running back d'Ernest Johnson re-signe un contrat. Le wide receiver Gabe Davis signe en provenance des Bills un contrat de 39 millions de dollars. Le wide receiver Devin Duvernay signe en tant que free agent. Le tight end Josiah Deguara signe en tant que free agent aussi. L'offensive guard Ezra Cleveland signe un contrat de 28,5 millions de dollars, dont 14 millions de dollars garantis. 14,5 millions, pardon. Le centre Mitch Morse signe un contrat de 2 ans pour 10,5 millions, dont 7 millions garantis. Le centre Tyler Shetley re-signe en tant que free agent. L'offensive line Blake Hens signe une extension. Le edge, donc de grosse re-signature aussi, le edge Josh Allen signe un contrat de 150 millions, dont 88 millions garantis. Le edge Travis Gibson signe en tant que free agent. Le linebacker Foye Olu-Okun signe un contrat de 45 millions, dont 22,5 millions garantis. Le defensive line Harry Armstead signe en 3 ans pour un contrat de 50 millions. Le cornerback Ronald Derby signe en tant que free agent. Le cornerback Trey Flowers signe un contrat en tant que free agent. Le safety Terrell Edmonds signe aussi en tant que free agent. Darnell Savage signe en provenance, donc il était chez les Packers, signe un contrat de 3 ans chez vous. Et le kicker Joe Sly signe un contrat de 1 an. Toi, dans toute cette liste, Antoine, tu penses quoi de tout ça? Globalement, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a quand même plus de choix que j'apprécie que de choix qui me laissent dubitatif. Exact. Moi, je trouve que les plus importantes, c'est Mitch Morse. Ouais. Parce que c'est un centre, parce qu'il vient de Buffalo. Donc, comme j'ai pu le dire, il a l'habitude, je pense, de travailler avec des jeunes quarterbacks, puisqu'il a travaillé avec Josh Allen. Et c'est un poste un peu, je vais pas dire délaissé, parce que c'est pas vrai, mais où on a eu un peu pas une mauvaise surprise, mais Luke Fortner, notre centre titulaire, est pas forcément au niveau auquel on l'attendait. Il a été drafté, si je dis pas de bêtises, au 3e tour, et ça n'a pas fait le taf l'année dernière. La saison dernière, ça n'a vraiment pas fait le taf. Et je trouve que finalement, si tu renforces une position où il y avait un peu des problèmes, et qu'en plus tu affaiblis un rival comme peut l'être Buffalo, même s'ils sont quand même pas dans la même cour, hein, ils sont quand même globalement plus forts que nous, plus aguerris. Je trouve que c'est une belle surprise. Il y a d'autres noms qui me viennent en tête. Évidemment, Arik Armstead, qui vient de San Francisco, qui est une belle signature sur la ligne défensive. Le seul bémol que j'aurais, c'est plus parce que moi, je milite pour que Trevon Walker passe à l'intérieur. Parce que je trouve que des avis que je vois à droite et à gauche, l'intérieur de la ligne serait plus adapté à ses qualités. Donc forcément, le seul bémol, c'est que vu que Arik Armstead est plus, il me semble, placé à l'intérieur de la ligne plutôt qu'à l'extérieur, ça pourrait empêcher un peu du coup ce déplacement entre guillemets de Trevon Walker à l'intérieur. Mais sinon, j'aime bien la signature. Là, j'ai vu qu'il avait commencé, il va commencer les training camps sur la pup list. C'est pas effrayant parce qu'il sort d'une opération du ménisque, il me semble, mais je préfère le Arik Armstead en forme et en santé plutôt que blessé. Et si je dis pas de bêtises, dans sa carrière aux 49ers, c'est quand même ça qui lui était reproché. C'est pas tant son niveau de jeu qui était quand même bon, c'est plus le fait de rester en santé et rester en forme. Et malheureusement, il n'a pas trop évité les blessures. Donc, si déjà sa première intersaison avec nous, il commence à être blessé, bon, il a une opération, donc ça, ok. Par contre, il ne faudra pas non plus que ça devienne vraiment récurrent, parce que ça serait quand même dommage, parce que c'est un bon joueur, et si les Jaguars peuvent pas en profiter,
ça serait un peu dommage. Du coup, Gabe Davis aussi, le wide receiver de Buffalo, qui rejoint son Mitch Morse, son ancien coéquipier. Je trouve que c'est une bonne signature dans le sens où il pourrait apporter d'autres qualités et une autre philosophie peut-être à ajouter à notre playbook offensif. Et il pourrait aider Trevor Lawrence dans son développement. Devin Duvernay, je pense que c'est plus pour moi un joueur de special team. Je peux me tromper, mais je le voyais plus comme ça à Baltimore. Donc j'espère qu'il peut me faire mentir et faire une grosse saison. Après le reste des signatures, j'ai pas forcément d'avis. Il y a juste pardon. Un trade qui moi me gêne un petit peu, plus parce qu'on a lâché un pick que pour vraiment le joueur. C'est Mac Jones. On a un quarterback, un deuxième quarterback remplaçant, CJ Beathard, si je dis pas de bêtises, qui est pour moi pas mauvais, clairement, sur un match. Il peut faire le taf pour 2 matchs à la limite. Et je vois pas pourquoi on lui mettrait un Mac Jones dans les pattes, sachant que il a toujours été assez présent pour la franchise. Et lui mettre Mac Jones dans les pattes, sachant que Mac Jones est beaucoup plus connu, beaucoup plus hypé, parce que c'était un premier tour. Je vois pas trop l'intérêt, surtout qu'on a lâché un pic pour acquérir Mac Jones, donc ça me laisse un peu dubitatif. La draft, c'est pour moi important. Et du coup, avec un pic de fin de draft, un 6e ou 7e tour comme on a lâché pour Mac Jones, ça peut créer un package pour monter au 3e ou 4e tour avec un vrai besoin, un vrai joueur performant. C'est juste le bémol, moi, que j'aurais, que je vais essayer d'être positif sur la free agency, où le reste me paraît correct, on va dire. Ouais. Non, mais non, c'est correct. Il y a quand même des beaux ajouts. Gabe Davis, c'est pas trop cher non plus. Vous voulez pas surpayer non plus. 39 millions. Voilà, il a signé pour 3 ans. Ouais, c'est pas excessif, quoi. Tu vas pas t'handicaper avec son contrat. Moi, j'aime bien la re-signature aussi de Josh Allen. Hein, c'était hyper important. Il fallait le garder. Donc voilà, c'est très très bien. Et les ajouts, ouais, c'est intéressant. Il y a des bons joueurs. On verra ce que ça donne, mais il y a des bons joueurs. Ouais, j'ai Moi, complètement oublié de parler de Josh Allen, mais effectivement, ouais, c'est peut-être la plus grosse satisfaction, entre guillemets, de la free agency. ouais, ça montre que le gars, ben voilà, même s'il a pris son contrat, il est quand même content d'être là, quoi, malgré tout. Donc en plus, il était drafté chez vous, tout ça. Donc voilà, c'est bien de garder aussi les joueurs, les pics qu'on a des fois. Hein. Bon, si vous aviez du cap, malgré tout, ça aide aussi à le garder, malgré tout, à lui donner le contrat qu'il veut. Mais c'est important de garder ces joueurs-là et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien, c'était une priorité. Donc voilà. Et la free agency, ouais, les joueurs sont plutôt intéressants. Alors, il y a des joueurs de rotation, mais il y a des joueurs aussi, s'il faut qu'ils fassent le taf quelques matchs, et ben, ça peut te permettre de faire basculer le match, certains matchs aussi dans le bon sens. Donc, ouais, c'est important. On va partir sur la draft, Antoine. Je pense qu'on était complet sur les arrivées et les départs. Donc, j'énumère toute la draft, hein, comme la free agency, puis on échange, on réchange sur la draft. Alors, au pick 1, round 1, je veux dire, au 23e choix, vous avez pris le wide receiver Brian Thomas Jr. de LSU. En 2, vous avez pris le defensive line Mason Smith de LSU. En choix 3, round 3, je veux dire, en 96e position, le cornerback Jarion Jones de Florida State. Au tour 4, vous prenez en 114e position le tackle Javon Foster. Au tour 4, toujours, 116e position, le defensive line Jordan Jefferson de LSU. Au round 5, 153e position, le cornerback DeAndre Prince d'Ole Miss. Toujours au round 5, le running back Kellen Robinson de Texas. Au round 6, le kicker Cam Little d'Arkansas. Et le dernier choix de la draft, au round 7, 236e position, le edge Miles Cole de Texas Tech. Alors, moi, il y a des. Le premier pick me plaît énormément. Voilà, Brian Thomas Jr., il n'y a pas photo. Pour moi, c'était presque mon numéro 2 derrière Marvin Harrison. J'adore le joueur. Voilà. Il y en a 3 que j'adorais. C'était Len McConkey, Ricky Pearsall et Brian Thomas. Voilà, c'est 3 receveurs complètement différents en plus. Donc j'adorais ces 3 receveurs-là à la draft. Voilà, après, on en a rigolé pendant
pendant le live. Mais voilà, ouais, votre GM aime bien la conférence sec et ça s'est vu encore une nouvelle fois, quoi. Et LSU surtout. Ouais, franchement. Mais voilà, j'étais pas convaincu de votre draft. Je suis toujours pas convaincu. Mais après, à savoir, des fois, tu peux être surpris par certains joueurs. Javon Foster de Missouri, le tackle, on verra ce que ça donne. Le cornerback Brian Jones de Florida State, on verra parce qu'il y avait quand même d'autres cornerbacks encore disponibles à ce moment-là. Mais bon, bref, les choix ont été faits. Maintenant, ils sont là. Antoine, donne-nous ton avis, toi. Moi, je suis assez déçu. Pour pas te mentir, je suis assez déçu de la draft. Autant le premier choix, j'étais content parce que Pierre de Bills France, quand il a vu le pic, il était déçu. Donc je me suis dit, si un adversaire potentiel, en l'occurrence les Bills, sont pas forcément contents de ne pas sélectionner un joueur, je me suis dit, c'est bon signe quand même. Et désolé. De ce que j'en avais eu l'occasion de voir sur les previews de TTP ou d'autres, je trouvais que c'était quand même ce qui pouvait se rapprocher le plus en dehors des choix les plus comment dire ça, les plus évidents. Parce qu'on avait d'autres besoins que wide receiver. Finalement, vu le poste et vu le joueur, si on prend un joueur à ce poste-là, je préférais que ça soit lui. Pardon. Et du coup, j'étais assez content du choix, donc je me suis dit, c'est une draft qui commence bien, du coup. C'est en général le cas tout le temps. Parce qu'Anton Harrison, l'année dernière, j'étais aussi content, donc ça commence un peu comme ça. Et par contre, après, derrière, ça a été un peu, un peu plus compliqué, un peu la douche froide, parce que je trouvais que, du coup, comme on l'a évoqué juste avant, quand tu signes Arik Armstead, je vais y arriver. Je vais regarder son nom parce que Arik Armstead, ça y est, j'ai réussi. Arik Armstead, oui. Ouais, pardon, merci. le micro coupé. À la Free Agency, qui donc se produit avant la draft, je comprends pas l'intérêt de choisir deux potentiels, parce que c'est des potentiels, vraiment, au poste de defensive tackle. En l'occurrence, Madison Smith et décidément, et Jordan Jefferson. Surtout que apparemment ils étaient un peu coéquipiers à LSU, au même poste. Donc en fait, tu vas prendre un joueur et lui coller dans les pattes le mec avec qui il se battait tous les jours à l'entraînement pour prendre la place, puisque s'il a un titulaire avec l'autre remplaçant, le remplaçant voulait passer titulaire, c'est logique. Donc forcément, quand tu vois ça, tu te dis, mais quel message t'envoie au titulaire de lui coller son remplaçant dans les pattes, même s'ils peuvent très bien s'entendre tous les deux parce qu'ils étaient à LSU, mais c'est le même poste. T'as Arik Armstead qui vient d'arriver. Donc qu'est-ce que tu fais à choisir 3 joueurs ou à intégrer dans ton roster 3 joueurs qui ont le même poste, sachant qu'il y a voire 2 places, une ou 2 places, puisque en général on joue en 4-3, donc à voir avec Ryan Nielsen comment ça va se passer, mais si on joue en 4-3, il y a 2 postes. Donc là, tu as déjà 3 joueurs, plus ceux que tu avais déjà sur le roster, donc il y en a d'autres, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a d'autres joueurs, forcément. Donc tu as potentiellement 4 ou 5 joueurs pour 2 places. Je sais que la concurrence en training camp, tout ça, ça va être... tout va s'écrémer. Mais à partir de là, moi déjà, la philosophie de prendre ces 2 joueurs-là, je la comprends pas. Autant au niveau du poste qu'au niveau du profil de joueur, parce que comme Ryan de LSU France me l'a fait remarquer, me l'a appris, Madden Smith, c'est un projet. C'est-à-dire que c'est pas un joueur que tu vas pouvoir prendre, plug dans ta ligne. C'est quelqu'un qui doit bosser, qui doit se développer, et je trouve que c'est pas lui rendre la vie facile de lui coller son remplaçant et de lui coller un autre
peut-être pas dire star pour Harry Armstrong, mais un joueur très, très reconnu dans la ligue, dans les pattes. Donc, je comprends pas. Moi, le pic que j'apprécie un peu, c'est Javon Foster, comme tu l'as dit, parce que c'est un tackle et clairement, on n'a jamais, pas besoin de tackle. On en a toujours besoin. Donc, ça me. Et puis, les tackles de sec, c'est en général assez solide. Jarian Jones, au 3e tour, le cornerback. Certes, c'est un poste à besoin, mais visiblement, d'après les échos que j'en ai, c'est pas non plus le meilleur de ce qui était disponible, entre guillemets, au pick 96. Et le reste de la draft, Cam Little, j'aime bien, parce qu'on n'a pas de kicker sur le roster, puisque je crois que McManus a eu des problèmes un peu de comportement, donc il a dégagé. Comment il s'appelle Joe Sly, je sais plus s'il est chez nous, si comme tu l'as dit, apparemment il est free agent pour le moment. Il peut revenir, mais il est free agent pour le moment. Voilà. Donc effectivement, drafter un kicker au 6e tour, moi ça me dérange pas. Par contre, le tour d'avant, Keelan Robinson, Trent Baalke, le general manager, a encore fait du Trent Baalke. Il a sélectionné un running back comme tous les ans depuis qu'il est aux Jaguars. Ça me perturbe en fait. Autant ça peut être un bon returner, ça peut être un bon joueur de special team, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a des joueurs qu'on n'a pas draftés, qu'on a pris en undrafted free agents et qui sont devenus des pièces maîtresses de nos James Robinson, pardon, est devenu notre running back numéro 1. On l'avait pas drafté. Donc, prendre un running back au 5e tour alors que il y a Travis Etienne, Ernest Johnson, à chaque fois, Tank Bixby qui était drafté sur le roster. Du coup, l'année dernière. Tu draftes chaque année un running back, pourquoi faire? T'en as drafté un au 1er tour, t'en as Tank Bixby, je crois que c'était au 3e, t'as signé un autre, un free agency, l'année dernière du coup. Mais tu vas les accumuler en fait, finalement, tu vas jouer avec 12 running backs sur le terrain, ça ne sert à rien. Mais j'espère qu'il va me faire mentir, j'espère qu'il va contribuer en special team, qu'il va contribuer de partout. Mais je comprends pas. Clairement, je comprends pas le choix de Keelan Robinson. J'ai rien contre le joueur, c'est pas contre lui, c'est juste la position. C'est pas un besoin, c'est carrément pas un besoin même. Ça n'a pas de sens, ça a pas de sens. Je vais pas parler de DeAndre Prince et de Miles Cole parce que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Un edge au 7e tour, après. C'est un edge au 7e tour, tu vois. Donc je vais pas en parler parce que clairement, c'est pas des joueurs sur lesquels tu attendais. S'il performe, c'est du bonus, voilà. C'est du bonus, clairement. Voilà. Mais c'est. Pour résumer, c'est une draft à la Trent Baalke, c'est pas. En fait, quand tu vois des teams chaque année drafter correctement, voire très bien, dans le désordre, les Ravens, les Chiefs, les Bills, et que tu te rends compte que, en général, je dis pas que c'est une vérité absolue, mais en général, les teams qui draftent bien se retrouvent en playoff et se retrouvent à jouer le titre, tu te rends compte que la draft, c'est important. Je suis pas un génie de dire ça, tout le monde le sait. Et là, encore une fois, comme chaque année, tu te dis que finalement, je me souhaite me tromper à 100%, mais sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur les 9 joueurs, je prends le pari qu'il y en a au moins 5 qui seront pas dans l'effectif dans 3 ans. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que tu construis un roster avec ta draft et tu mets des petites touches, tu mets des retouches avec la free agency. Et finalement, quand ça fait plusieurs années que je vais peut-être sortir un chiffre au hasard, mais il me semble que la grande majorité des draft picks de Trent Baalke ne sont plus dans le roster 3 ou 4 ans après qu'il les ait draftés. C'est fou, en fait. Quand tu vois les choix qu'il a fait après Trevor Lawrence et Travis Etienne, les mecs, soit ils sont plus sur le roster, soit ils ont été coupés. C'est fatigant, en fait. Clairement, c'est fatigant. J'espère me
complètement me tromper. J'espère qu'il va me donner tort, qu'ils vont tous performer, qu'ils vont être All-Star tous, enfin, Pro Bowler plutôt, pas All-Star. Mais vu comme c'est engagé, c'est pas possible en fait. Allez, faut garder le moral, Antoine. Ouais, complètement. Après, c'est pas la pire draft de l'histoire. Hein. Non. C'est il y avait tellement, en fait. Il y avait tellement mieux à faire, on va dire. Exactement. Alors, après, le début de draft est super, le premier choix, nickel. Et après, je regarde vite fait le roster et puis après on basculera sur le calendrier. Le roster quand même, donc tu as Gabe Davis, tu as Brian Thomas Jr., Kirk Cousins, Christian Kirk, pardon. Kirk Cousins, qu'est-ce que je dis? Christian Kirk. Ensuite, en tight end, tu as toujours Evan Ingram, tu as Luke Farrell, donc Trevor Lawrence, Travis Etienne. Voilà. Ensuite, derrière, tu as le fameux Trevon Walker qui fait en débat. Tu as Eric Armstead, tu as Devin Lloyd, tu as Josh Allen, tu as toujours André Cisco, tu as Savage avec son expérience malgré tout. Bon, je me dis quand même. Voilà, là je cite certains noms, mais c'est quand même plutôt pas mal quand même. Voilà, Antoine, ce que je veux te dire par là, c'est pas non plus catastrophique, quoi. T'as pas un roster catastrophique non plus. Alors après, il faut que ça clique. Hein. Si ça clique pas, ça va être compliqué, on est d'accord. Mais on y reviendra dans le calendrier. Je te ferai juste remarquer que ce que tu as principalement cité, c'est quand même des joueurs en attaque. Et le problème, c'est que l'année dernière, l'attaque n'a pas performé sur tous les matchs. Mais il y avait quand même des trous en défense qui nous ont fait perdre des matchs. Et là, finalement, tu te rends compte que les meilleurs joueurs, ils sont en attaque. Alors que déjà, l'année dernière, notre problème, c'était en défense. Donc si on met 50 points par match, ça ne me dérange pas. Mais si la défense en prend 60, c'est ça où moi, je suis un peu plus pessimiste, dans le sens où tu fais une draft largement plus défensive. Et finalement, tu t'en sors pas forcément grandi en termes de qualité d'effectif en défense. En tout cas, moi, je parle plus en défense. En attaque, ça va. Je trouve que c'est vraiment solide. Par contre, en défense, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est mon côté attaquant, ça. Moi, c'est plus facile pour moi de parler de l'attaque que de la défense. Bref, bon, on était complet, je pense. On va finir donc cette preview sur le calendrier. Alors, j'énumère les matchs. Je te dis à peu près le bilan que j'ai choisi. Antoine, j'ai choisi 3 matchs qui peuvent faire vraiment basculer votre saison dans vraiment l'extra positif, on va dire dans le très bon. Tu me diras ce que tu en penses. Donc, vous avez le premier match déplacement à Miami. Bon, vous êtes floridien, vous, ça vous gênera pas trop. Le climat, ça vous ira très bien. Après, vous allez recevoir les Browns. Ensuite, vous avez 2 déplacements compliqués. Les Buffalo Bills. Vous allez à Buffalo et vous allez chez les Houston Texans, premier rival de division. Ensuite, vous allez recevoir 4 matchs, dont il doit y avoir ceux de Londres au milieu, je pense, parce que vous allez encore jouer à Londres cette année. Il y a, vous allez jouer contre les Indianapolis Colts, les Chicago Bears, les New England Patriots et les Green Bay Packers. Alors, je ne sais pas lequel qui est à Londres. C'est les Bears et les Patriots. D'accord. Ah, vous avez 2 matchs à Londres? Ouais, cette année, apparemment, on a 2 matchs. Comme l'année dernière, quoi. Ouais, comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait Buffalo et puis Atlanta, je crois. Il y avait les 2 matchs. Buffalo, je n'ai pas souvenir, mais oui, peut-être. Je sais que Buffalo a joué à Londres l'année dernière. Donc, je sais plus, c'était. Je sais pas si c'était. C'était quand ils ont fait qu'une semaine. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, après, donc, vous avez donc 4 matchs qui sont soi-disant à domicile, mais vous aurez 2 matchs à Londres quand même. Après, vous allez en week 9, vous allez jouer les Philadelphia Eagles là-bas. Vous allez recevoir les Minnesota Vikings en week 10. Week 11, vous allez jouer chez les Detroit Lions. Vous êtes en bye week en week 12. La week 13, vous allez recevoir les Houston Texans. Week 14, vous allez chez les Titans. Week 15, vous recevez les Jets. Week 16, vous allez chez les Raiders de Las Vegas. Week 17, vous recevez les Titans. Et week 18, vous finissez chez les Colts. Alors moi, sur ce calendrier qui n'est pas facile, on va être clair. Hein. Bon, j'ai quand même remis à peu près le bilan de cette année, un 9-8. Voilà. Par contre, j'ai choisi 3 matchs qui peuvent faire basculer la saison, on va dire. Vraiment très bien. C'est soit on prend le premier match déjà contre Miami, ça donne une tendance, déjà premièrement, ou tu prends le 3e match à Buffalo. Je prends toujours 3 matchs à l'extérieur qui peuvent faire basculer la saison.
Donc, je ne sais pas lequel, mais il y en a un qui peut te faire basculer la saison quand même, le début de saison quand même. Ensuite, j'ai choisi le retour de bye week. Bon, ça sera chez vous, c'est pas un match à l'extérieur, je me suis trompé. Mais le retour de bye week contre les Houston Texans, rival de division, je pense que c'est un match qui peut orienter votre fin de saison aussi. Et j'ai choisi le dernier match contre les Colts, là-bas, qui peut être aussi un tournant, le match de division. Aller chercher la qualif pour les wildcards, ça peut être celui-là aussi, quoi, à la fin de la saison. Et qui ferait basculer, imaginons, vous gagnez les 3 matchs-là où je les ai mis en défaite, moi, clairement. Si vous faites basculer ces 3 matchs-là, ça te fait 3 victoires de plus, ou tu mets 2 victoires de plus et tu as un bilan à 11-6, ce qui serait pas déconnant, ce qui serait une bonne saison pour les Jaguars. Mais pour faire 11-6, il va falloir quand même que ça clique en attaque. Il va falloir que ça marche. Il va falloir que la défense réponde aussi présent. Je ne dis pas que les Jaguars feront 6, mais je pense qu'un bilan déjà de 9-8, c'est abordable. 17, à 17, vous n'êtes pas loin de jouer les playoffs quand même, les wildcards. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine? Est-ce que pour toi, c'est jouable? Ou est-ce que pour toi, je suis trop haut au niveau du prono? Mais en fait, j'allais te dire que finalement, moi, le scénario de rêve, ça serait 11-5 ou 11-6 du coup maintenant. 11-6, ouais, 11-6 maintenant, ouais, c'est ça. Parce que je trouve que dépasser la dizaine de victoires, donc passer de soit à 10, soit à 11, c'est quand même un objectif. Je sais pas s'il sera atteignable cette année, mais c'est quand même un objectif de montrer que la franchise et l'équipe progressent chaque année, tu vois. Donc, et que l'année dernière, c'était juste une péripétie et que voilà, on oublie la saison prochaine. Donc ça serait le meilleur scénario. Par contre, je suis plus réaliste que ça. Je me dis que 9 ou 10 victoires, ça serait déjà une bonne saison. Moi, je pense que 10 victoires comme cette année, je pense, si tu passes à 10, tu es en wildcard. Je pense. Ouais. Hein. Moi, je pense que déjà, tu augmentes tes chances à 10. Et par contre, même si on fait le même bilan que l'année dernière, donc 9-8, ça me dérangerait pas, même si on va pas en playoff, s'il y a moins de séries de défaites à la fin de saison, tu vois, si on reproduit pas les mêmes erreurs, c'est pas grave. Le bilan, bah, il est ce qu'il est. La LFL, c'est dur. On n'a pas un bilan facile, un calendrier facile. Par contre, si tu montres que tu es constant et que tu prends peut-être des petites défaites, je sais pas, j'ai une bêtise, de 3 points à Buffalo, tu vois, des trucs comme ça, de en 2 sachant, points ou de 4 points en sachant que, à Houston. En sachant que Buffalo, quand même, sont en reconstruction sur certains domaines, dont la défense et un petit peu l'attaque aussi, parce que il a perdu Stephen Diggs, il n'y a plus Gabe Davis. Voilà, il va falloir que ça clique aussi. Et voilà, et il va falloir quand même que ça clique en attaque. On en a causé avec Pierre, voilà. Mais bon, je me fais pas de soucis non plus pour Buffalo. Normalement, ça devrait être jouable, les playoffs aussi pour eux. Mais voilà, c'est un début de saison. Tu sais comme c'est le début de saison, Antoine. S'il faut prendre des matchs à l'extérieur en début de saison, il faut mieux les prendre en début qu'à la fin. C'est beaucoup plus facile. Hein. Et surtout des grosses équipes comme ça, des grosses écuries comme ça. Et le début de calendrier, c'est quand même, il est pas simple. Hein. Les 5 premiers matchs, tu fais Miami, Cleveland, Buffalo, Houston, Indianapolis. Hein. Et puis après, tu tapes les Bears, sans manquer de respect aux Bears, bien évidemment. Mais avec les Bears, normalement, tu es favori, quoi, hein, sur ce match-là, quoi. Quarterback rookie, beaucoup de reconstruction, beaucoup de changements chez les Bears. Ils n'auront pas l'habitude forcément. À Londres, en plus, ils n'auront pas forcément l'habitude du trajet, des conditions, tout ça, alors que la franchise et l'équipe a beaucoup plus l'habitude que les Bears. Tout à fait. Donc voilà un peu. Donc voilà, on va dire, allez, 17 pour les Jaguars, 9-8, ça serait cohérent. Enfin, je serais pas content parce que forcément, j'aimerais bien qu'ils fassent 17-0, évidemment, mais je trouve que c'est quand même pas mal. En fait, c'est plus. Enfin, maintenant, je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'accorde un peu plus d'importance à la qualité de ce qu'on montre sur le terrain. Exactement. Plus que le bilan en lui-même intrinsèque, parce que en fait, si tu finis à 17, mais d'un autre côté, en fait, tes mecs de. Comment ça s'appelle? Tes adversaires de division, ils sont tellement forts que
t'arrives pas à dominer ta division et qu'en fait, bah, tu vois, C'est la FC ça. Nord, C'est ils sont ça. tous forts. Oui, non, mais c'est ça. 17 en AFC Nord, c'est magnifique. Et ben, Si, si tu arrives si l'AFC Sud cette année arrive à atteindre un niveau de performance et de bilan où tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde peut battre tout le monde, bah, le 17, il paraît un peu plus bien sûr. meilleur que un Ah, 12-4 avec bah, en fait, et- tu as écrasé ta division et en fait, parce que ah. les autres, ils sont nuls, tu vois. Donc, Les Texans, ils vont peut-être faire 11 ou 10 victoires aussi. Les Colts, ça peut être jouable aussi de leur part. Et puis, t'es pas à l'abri que bah, les Titans, ça clique aussi cette année avec les renforts qu'ils ont fait. On n'est pas à l'abri de tout ça. Et puis, tu peux finir, bah, comme tu disais, la FC Nord avec tout son bilan positif. Hein. C'est c'est ça, possible c'est aussi. Hein. ça. C'est Mais possible aussi. Hein. moi, cette année, je suis quand même content parce qu'on croise pas avec les Chiefs. Donc, on a encore les Bills, donc ça, c'est un peu relou. Mais on croise pas les Chiefs, on croise pas les Ravens. Ça soulage un peu parce que les années d'avant, quand tu te Ouais. frappes les Steelers, les Ravens, les Bills et les Chiefs dans la même saison, waouh, ça. Effectivement, il faudra qu'on les batte pour qu'on puisse démontrer qu'on a notre chance à jouer en playoff. Donc, dans tous les cas, il faut battre tout le monde hein, pour être champion. Bien sûr. Mais certaines saisons, tu te dis, ah, j'ai pas ces quatre-là à me frapper, bah, je suis un peu content, tu vois. Et je trouve que la NFC Nord, pardon, avec les Lions et les Vikings, autant les Lions, j'ai confiance je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Par contre, les Vikings, avec un quarterback rookie qui ils perdent Kirk Cousins, Ouais. ça peut être Ouais, après, un point d'interrogation. Est-ce qu'il jouera? Est-ce que ça sera lui, Jack, qui sera titulaire? On n'en sait pas, on sait C'est pas non ça. plus. Hein, C'est donc, pour ça qu'il y a des matchs comme ça où tu te dis finalement, je préfère avoir les Vikings en reconstruction, entre guillemets, parce qu'ils sont pas non plus à la rue, hein, bien sûr. plutôt que les Chiefs, les Ravens et les Steelers dans la même saison. Non, Tu vois. mais Donc, on est le d'accord. calendrier de cette année, en fait, il est peut-être un peu plus adapté à la valeur réelle de l'équipe par rapport à l'année dernière où en fait, il n'y avait que des cadors. Enfin, j'exagère quand il n'y avait que des cadors, mais je pense que c'est un peu plus mesuré, un peu plus 17, tu vois. J'ai l'impression que les équipes qu'on va rencontrer sont un peu plus Jouable. moyennes, entre Ouais, c'est un peu plus guillemets, jouable. plutôt Ouais. que l'année dernière. Ouais, c'est un peu plus jouable. Donc, potentiellement, c'est pour ça que je me dis 17 du coup, Ouais. plus que 9-8. Autant, je serais content avec un 9-8 si la saison est réussie globalement et si on va en playoff. Autant 17, ouais, c'est cool. C'est, je pense, 17, atteignable et c'est ce que j'espère en tout cas. 17, je te paye une bière au prochain Super Bowl et puis moi Avec je boirai. plaisir. Et puis moi je boirai une eau pétillante, hein, comme on l'a fait cette année. Hein. On a vécu Ouais, le on fera Super ça. Bowl ensemble, c'était un moment vraiment plaisant. Et je Exactement. le répète, c'est vrai que là, on a vraiment passé une bonne journée. En plus, toi, t'es arrivé tôt comme moi, donc Ouais, c'était cool. on a pu On a passer vu une tout bonne le journée monde, à c'était Paris. cool. C'est ça. Bon, bah, très bien, Antoine. Je pense qu'on a été complet. Je vais mettre le petit bandeau qui défile pour mettre ton compte où on peut te suivre sur X ou Twitter, suivant comme vous l'appelez. Moi, je dis toujours Twitter. J'ai encore du mal Moi aussi. avec X. Antoine, je te laisse la parole. Je te laisse faire ta promo. N'hésite pas, c'est ton moment. Vas-y, Antoine. Ben, vous pouvez me suivre sur Jaguars France. Aussi un petit peu sur le compte Hail Mary, je suis pas trop actif. C'est un site internet qu'on a créé avec les comptes fans FR. Je sais qu'on le fait plus trop vivre, donc le site est un peu pas à l'abandon parce qu'il vit toujours, il est toujours disponible, il y a toujours les anciens articles. Il faudrait que je le fasse revivre un peu, que je pousse les collègues un peu à écrire dessus. Vous pouvez me suivre. J'ai un compte Instagram où je suis pas du tout actif. Et voilà, du coup, je fais pas de live tweet parce que personnellement, c'est un peu trop chronophage pour moi. J'arrive pas à suivre le rythme du live tweet, donc vous verrez pas de live tweet sur mon compte. Par contre, vous pourrez essayer de suivre un peu mon amour pour les Jaguars et j'essaie de vous transmettre un peu cette magnifique franchise, en tout cas pour moi, et cette équipe qui va, j'espère, aller un peu loin avec son franchise quarterback. Donc voilà, vous pouvez me suivre. Je raconte des fois des bêtises. J'essaye d'être un peu pas toujours sérieux, même si quand je le suis, j'essaye d'être un peu de coller à l'actu, même si c'est parfois difficile, parce qu'on a tous des vies. On n'est pas professionnels hein,
dans nos tenues de compte. Mais voilà, j'essaye d'être un peu actif quand même pour relayer toutes les infos et mon amour de la franchise. Voilà. Ok, c'est complet. Donc, @Jaguar France sur X ou Twitter. Et n'hésitez pas à suivre. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas de franchise précise. Les Jaguars ont un seul truc que les autres n'ont pas. C'est une piscine dans le stade. Donc, Je voilà. savais Vous que tu allais pouvez... dire ça. Je savais que tu allais dire ça. Rien que pour ça, Ah, rien que pour ça, ça fait rêver. Tu peux suivre ouais, un match mais... NFL en étant dans la piscine. Donc, rien Ouais, que mais pour tu ça. vois, je pense que avec le nouveau stade qui est en préparation, parce que la ville de Jacksonville a accepté le plan de financement et le plan Ouais. de rénovation, entre guillemets, Il n'y aura de plus la de piscine. franchise. Il n'y aura plus de piscine. À mon avis, ça peut sauter, la piscine, Ouais. parce que vu que l'effet de surprise et l'effet a un peu diminué, maintenant, bah, les gens s'y sont faits, donc je pense que je suis pas sûr qu'il y ait une piscine dans le prochain stade. Enfin, dans la rénovation Quel du stade, dommage. en tout cas. Moi, j'irai à Jacksonville rien que pour aller dans la piscine. Bah, je ne paierai pas le prix, mais si on m'invite, j'y veux bien y aller. Ah ouais, Voilà. là, c'est... Non, c'est cher. C'est très... Moi, j'ai été surpris du prix, hein. Je me suis dit, bon, ça Ouais, va, tu vois. Non, non, c'est très cher pour aller dans ouais, juste ouais, dans la piscine. ouais, juste dans la Après, piscine. à Jacksonville, il fait chaud. Donc, Ouais. effectivement, comme tu dis, se rafraîchir un peu, c'est pas plus Ah mal bah, parce que... c'est sûr, on n'est pas à Buffalo. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Même en plein hiver, on n'est pas à Buffalo, hein. Bon, très bien. C'était le moment d'humour. Moi, je vais finir par l'auto-promo aussi sur le Foot US de A à Z. Donc, Overtime revient à partir du 14 septembre. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez tout dans le descriptif de l'épisode. En dessous, dans la description, vous pouvez vous inscrire. C'est une manche par mois et les meilleurs se rencontrent à la fin de l'année. Donc, à partir de fin juillet, les premières previews sortent. Vous avez déjà entendu les premières. N'hésitez pas. Sinon, à partir du 28 juillet, elles sont disponibles. Vous avez envie de nous aider, on a un Tipeee pour payer le StreamYard, tout ça. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs épisodes. Si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas. Le rendez-vous le vendredi, pardon, je répète, rendez-vous le 23 août pour découvrir la planification complète de la chaîne du Foot US de A à Z pour cette nouvelle saison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Et je vais finir. Si vous avez envie de venir en tant que chroniqueur, en tant que prendre le micro, venir rejoindre l'équipe du Foot US de A à Z, la porte est grande ouverte. On accueille des nouveaux quand vous voulez. Toujours dans la bonne ambiance, la bonne humeur, et c'est ça le plus important parce que nous on a envie de pas se prendre la tête et on fait les choses simples et c'est pour ça qu'on laisse la porte ouverte pour ceux qui veulent venir avec nous. Voilà, c'est complet. Antoine, je te remercie, je te souhaite Merci à une toi. bonne saison avec tes Jaguars. Bien sûr, on va Merci. encore échanger ensemble pendant la saison. Si un Ouais. jour tu veux venir parler, parce qu'on aura des émissions, plusieurs émissions dans la semaine et tout ça, si un jour on parle des Jaguars ou tu veux venir parler de tes Jaguars, faire un petit quart d'heure avec nous, n'hésite pas, tu es toujours le bienvenu. Ça C'est là, marche. C'est comme on sympa. dit, la porte est grande ouverte. Merci Antoine, merci pour tout. Je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée quand vous voulez. N'hésitez pas. Voilà, c'est tout sur le Foot US de A à Z. Bonne journée tout le monde. Ciao. Salut tout le monde.